Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Audaine Guyenne et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, Les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Avant de laisser place à mon invité du jour, j'en profite pour vous dire que l'enthousiasme reçu suite au premier épisode a été tel que Nicolas Decodin, cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr, a décidé d'offrir aux auditeurs et aux auditrices des pépettes non pas 50 €, comme je l'avais préalablement annoncé, mais bien 100 € sur leur service. Alors si, comme moi, vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant, qui vous apportera des conseils non biaisés et adaptés à votre situation personnelle et à vos projets de vie, je vous recommande vivement leur cabinet. D'ailleurs, ils sont en ce moment victimes de leur succès. Je suis moi-même sur liste d'attente pour pouvoir accéder à leurs services. En passant par leur cabinet, ça vous permet non seulement de bénéficier du regard neutre et avisé d'un expert sur votre situation patrimoniale, mais ça vous permet aussi de soutenir les pépettes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien vers leur service dans la description de l'épisode. Mon invitée du jour est une femme, jeune, qui s'est lancée à l'âge de 22 ans avec sa meilleure amie dans la création d'une entreprise à impact. 2 femmes à la tête d'une entreprise, malheureusement, c'est suffisamment rare pour le souligner. D'autant plus que quand elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, elles avaient en tout et pour tout 500 € de côté. 5 ans après s'être lancée, Paola et son associée Madeleine dirigent une entreprise de 18 employés qui s'appelle Tomojo et dont la mission est de réduire l'impact environnemental de nos animaux de compagnie grâce à une alimentation saine et écologique à base d'insectes. L'an passé, elles ont levé 3 millions d'euros pour étendre leur distribution et développer de nouveaux produits. La marque est déjà présente dans une dizaine de pays. Alors j'ai cherché à comprendre comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'a pas d'argent et pas le chômage. Comment avancer dans son projet malgré le syndrome de l'imposteur. Comment inspirer confiance et gagner en crédibilité pour obtenir des financements. Comment assurer la croissance économique de son entreprise sans aller à l'encontre de ses valeurs écologiques. En bref, comment se sont-elles débrouillées pour en arriver là, malgré leur jeunesse, leurs conditions féminines et leurs faibles économies. Paola nous partage en toute humilité et en toute transparence ce que ça demande pour parvenir à transformer ses handicaps en moteur de réussite. Je vous laisse sans plus tarder découvrir tout ce qu'elle a à nous dire sur ce sujet. Très bonne écoute. Salut Paola. Salut Aude. Bon, je suis ravie de te retrouver parce que les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, mais on se connaît déjà. Déjà, on a un point commun, on a fait toutes les deux le parcours entrepreneur de Ticket for Change. Et quel parcours. Et quel parcours, en effet. Ticket, pour remettre le contexte, c'est cette école nouvelle génération qui accompagne les personnes qui veulent, par leur activité professionnelle, contribuer à la résolution des grands enjeux de société. Du coup, Paola et moi, on a fait, je crois que toi, tu as fait le parcours en 2017. Ouais, c'est exact. Et moi, 1 an plus tard. On a eu la chance de se rencontrer en 2019 lorsque je t'ai fait intervenir avec Anne dans le cadre d'un week-end d'exploration pour Ticket. Je me souviens que ton intervention m'avait marquée. Quand je t'avais écoutée, je m'étais dit waouh, elle est jeune, elle est insouciante. On voit que tu n'avais pas froid aux yeux. Et je me dis que j'aurais dû miser de l'argent sur toi puisque 3 ans plus tard, l'entreprise à impact que tu as cofondée avec Madeleine a bien grossi. Vous avez aujourd'hui 18 employés. Et pourtant, tu vois, vous êtes... donc les auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes très jeune et vous étiez encore plus jeune il y a 5 ans quand vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Ouais, j'ai démarré, j'avais 23 ans. Ouais. Donc presque un bébé entrepreneur. Qu'est-ce que tu te disais à l'âge de 23 ans? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu disais à cette époque, juste avant de te lancer? Donc en fait, moi j'avais 23 ans, je sortais à peine d'études. J'étais en train de travailler, mais honnêtement, ça me plaisait pas du tout. Je détestais mon travail. J'avais commencé à travailler parce que, comme n'importe quelle personne qui sortait d'études, on est paniqué à l'idée de pas avoir de boulot. Donc j'avais commencé à travailler tout de suite sans vraiment réfléchir à ce que je voulais faire, alors que je savais que ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui a de l'impact positif sur l'environnement. Et aussi, j'ai passé en fait toutes mes études avec ma meilleure amie qui est Madeleine. Et on adorait bosser ensemble et on s'est dit ça serait vraiment trop cool
qu'on puisse monter un truc ensemble parce qu'on travaille bien ensemble et on se marre trop. Sincèrement, je me disais que j'avais pas grand-chose à perdre. Vu que en fait, j'étais déjà habituée à manger des pâtes en tant qu'étudiante, manger des pâtes un peu plus longtemps, ça allait pas me changer ma vie en fait. Et du coup que je pouvais me lancer et j'avais pas grand-chose à perdre à la clé si ça marchait pas au bout de 6 mois ou un an. Bon, maintenant on est 5 ans plus tard, donc c'est pas les mêmes questions qui se posent plus tard, on va dire. Tu me disais que toi, ce que tu voulais, c'était avoir un impact positif sur l'environnement. Tu as fait des études en lien avec cette thématique ? Ouais, moi j'ai fait des études, avec Madeleine, on a fait des études en développement durable, spécialement en politique publique environnementale, on a fait du droit environnemental. On était vraiment à fond dans ces problématiques. Moi j'allais plutôt m'orienter en énergie, en achat d'énergie, énergie durable, etc. Et Madeleine plus en compensation d'émissions carbone. Mais en fait, Madeleine avait un chien, moi j'ai toujours adoré les chats, j'avais un chat, j'en ai toujours un, et en fait, c'est ce qu'on adorait et c'était beaucoup plus concret pour nous que les mécanismes de politique énergétique ou de compensation d'émissions carbone où on voyait bien que, en fait, on ressentait pas du tout l'impact de ce qu'on faisait, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre ? Est-ce que tu évolues déjà dans un milieu entrepreneurial ? Est-ce que tu as une famille d'entrepreneurs ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background ? D'où est-ce que tu viens ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs. Mon père est médecin et ma mère est ingénieure. Et dans ma famille, on a beaucoup de profs et beaucoup d'artistes. Et pas du tout d'entrepreneurs. Et même pas du tout des gens qui sont dans le monde de l'entreprise. J'avais aucune éducation financière. Moi, mes parents m'ont dit l'argent c'est ton salaire et puis basta. Personne m'avait appris ce que c'était d'être entrepreneur, de prendre des risques là-dessus. Mes parents, ils étaient plutôt branchés études. Et il fallait faire des études longues et dures, si possible. Et par exemple, c'était pas envisageable de faire une école de commerce, quoi. Ils pensaient que c'était un truc qui n'était pas du tout pour nous, quoi. Moi, j'ai pas fait d'études de commerce. Bon, maintenant que j'ai monté ma boîte, je vois l'utilité d'une étude de commerce. J'aurais bien aimé faire quelques cours, on va dire. Après, j'ai fait L, moi, donc rien à voir. J'étais fan de philo et de littérature. Et après le bac, je suis partie au Canada faire de la science politique, mais aussi de l'économie, parce que en fait, j'avais l'impression de perdre une partie de savoir en étudiant pas l'économie. Et après, j'ai fait des études de sciences, donc en lien avec les économies environnementales, etc., en master. Donc voilà, j'ai couvert pas mal de disciplines de façon extrêmement superficielle, on va dire. Moi, si j'avais pu peut-être continuer à étudier toute ma vie, je l'aurais fait, mais l'entrepreneuriat, c'est bien aussi. c'est quand même continuer à étudier toute sa vie. Tous les 6 mois, on change de job, donc c'est bien, on s'ennuie pas. Et c'est d'autant plus surprenant, du coup, le fait que tu viennes pas d'un milieu entrepreneurial, qu'en plus que, si je comprends bien, tes parents, ils n'avaient pas forcément un rapport au risque, disons, développé. Moi, mes parents, ma mère, elle m'a envoyé des offres d'emploi pendant 6 mois après que je lui ai montré. Je lui ai dit que je voulais monter ma boîte. Elle m'a dit ouais, c'est super, mais elle m'a envoyé des liens LinkedIn. Et tu vois, comme tu dis, t'as pas fait d'école de commerce, t'as fait plutôt des études littéraires. Est-ce que t'as pas senti un peu ce syndrome de l'imposteur ? Ah oui, complètement. Toujours, hein. On va dire, quand on a démarré avec Madeleine, vraiment, on connaissait rien. On connaissait rien à ce milieu. On s'est juste dit, c'est beaucoup plus logique de mettre des insectes dans les croquettes, parce que pour le coup, dans nos études, on nous avait montré que l'insecte était l'avenir en termes de protéines. Et donc on s'est dit, on va faire ça, mais on n'avait pas d'études de veto, on n'avait rien. Donc vraiment, on s'est dit, mais on n'est pas du tout légitime. Et d'ailleurs, quand on est arrivé dans des forums d'entrepreneurs ou au tout début, les gens nous regardaient, mais c'est qui ces 2 filles de 22 ans qui connaissent rien ? Et après, je pense que si on est très honnête avec soi-même et justement qu'on a... c'est un peu être une force, en fait, de juste se dire qu'on connaît rien, d'avoir cette humilité de dire qu'on connaît rien et de vouloir s'entourer. Et d'avoir l'humilité de vouloir s'entourer convenablement de gens qui peuvent nous aider. Et je pense que quand on est entrepreneur, il faut pas tout savoir sur tout. Il faut juste avoir une plasticité du cerveau qui permet d'accepter le savoir de l'autre, quoi. Après, le syndrome de l'imposteur, c'est pas facile de s'en défaire. Tu l'as toujours encore. Mais en fait, il augmente.
Moi, j'ai un de mes investisseurs qui s'appelle Diego Mignot et qui nous a fait confiance depuis le début. Donc, je le remercie s'il m'écoute un jour. Mais il nous a dit, votre niveau de difficulté va toujours augmenter. Et en fait, le niveau de ce qu'on va vous demander va toujours augmenter. Si l'entreprise allait bien et si vous deviez pas vous bouger, on va dire, en fait, vous n'existerez pas. On appuierait sur un bouton et l'entreprise marcherait. Donc, en fait, le rôle de l'entrepreneur, c'est de se battre et de montrer qu'on est là où on n'est pas encore. Le fameux fake it until you make it. Ouais. Bah, moi, je me souviens très bien, on avait fait un premier rendez-vous avec, avec une ferme d'insectes. On sortait de Ticket et le Ticket avait été sponsorisé par la Fondation Carrefour. Et on avait mis le gros logo Carrefour sur notre presse, alors qu'on n'avait jamais mis les pieds chez Carrefour. Et du coup, juste pour rentrer, juste pour mettre le pied dans la porte. Et en fait, 3 ans après, on était chez Carrefour. En fait, sinon, ça marche pas, quoi. Et je sais que c'est un défaut qu'ont beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui connaissent pas encore votre projet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Tomojo et d'où vous est venue cette idée de créer cette entreprise? C'est une idée de Madeleine, très sincèrement. Elle a un chien qui s'appelle Mojo. Et à l'époque, dans sa famille, lui donnait des carrés de viande tous les jours congelés. Donc c'est dégoûtant. Et en plus, Madeleine, elle faisait attention à ce qu'elle mange. Elle était végétarienne. Et on s'est dit, mais Madeleine, elle pèse 50 kilos. Son chien, il pèse 50 kilos. En fait, l'impact du chien, il est énorme. Et quand on a commencé à étudier, on s'est rendu compte que, en fait... un chien, ça consommait autant qu'une voiture, quoi, en termes d'impact environnemental. Et qu'il n'y avait absolument rien qui avait été fait. Après, il ne faut pas faire de grandes études pour savoir qu'un chien ou un chat a besoin de protéines, et de protéines animales. Donc, comment on trouve une protéine qui est bonne pour les animaux et aussi bonne pour la planète, entre guillemets, et ben, c'était la protéine d'insectes. Ça paraissait super logique. Ça s'est très bien goupillé parce qu'au moment où on a eu cette idée, les protéines d'insectes ont été autorisées par l'Union européenne dans la pet food, donc vraiment à l'instant même. Donc c'était vraiment un alignement de planète incroyable. Et du coup, ce qui montrait pourquoi il n'y avait pas eu de marque qui s'était lancée avant et pourquoi on pouvait commencer, parce qu'en fait on était parmi les premiers. Et donc à la suite de ça, ce qui était vraiment juste une idée, en fait on l'a mis sur le papier pour faire le parcours Ticket for Change. Et après Ticket for Change, moi, je le dis très sincèrement, hein, s'il n'y avait pas eu des incubateurs comme Ticket for Change et comme ensuite Willa, qui est un incubateur d'entrepreneuriat féminin, qui te tendent la main quand tu as vraiment l'ébauche d'une idée et que tu n'as pas de culture d'entrepreneur, il ne se passe rien. Et donc moi, on a commencé par le parcours entrepreneur et par l'incubation chez Willa. On a commencé à grandir. On a commencé à vendre surtout en ligne nos croquettes, formulées par un vétérinaire qu'on était allé approcher, qui s'appelle le docteur Eric Chat. Et ensuite, une fois qu'on avait vendu en ligne, on s'est intéressé au retail, donc aux grandes surfaces spécialisées, aux animaleries et à l'export. Et maintenant, on vend 2 marques. Une marque qui s'appelle Tomojo, qui est notre marque en ligne, qu'on vend en ligne et en grande surface spécialisée, donc qu'on vend au BHV, qu'on vend chez Animalis et qu'on vend sur notre site internet. Et on a Antovet qui elle est une marque dont je suis très fière parce qu'on a vraiment développé, qui est ciblée pour des chiens et des chats qui ont des pathologies particulières et donc qui est vraiment très poussée, et elle qu'on propose aux cliniques vétérinaires. Et ces 2 marques, on les propose à l'export. Et donc voilà, aujourd'hui on a une vraie offre qui est différenciante. Et le point d'orgue de tout ça, c'est proposer aux 18 millions de chiens et de chats en France et aux 1 milliard de chiens et de chats dans le monde, on s'imagine bien de l'impact ce que ça fait, une alimentation qui est à la fois bonne pour eux et aussi qui ne va pas complètement bousiller nos écosystèmes, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Pour qu'on comprenne un peu c'est quoi l'équivalent, combien consomme un animal de compagnie en termes de protéines, et du coup, qu'est-ce que vous permettez, vous, d'économiser grâce à votre solution aujourd'hui? Si tu veux, il y a des études très différentes, donc c'est assez compliqué à vraiment mesurer, parce qu'en plus, un chien, ça veut tout dire, parce qu'il y a un petit carlin et un gros labrador. Mais en termes d'impact, les chiens et les chats américains, ça consomme, en termes de consommation de viande, l'équivalent de la 5e population mondiale. Donc c'est énorme. Et là, on parle que des chiens et des chats américains. Donc on multiplie par 10 et on a les chiens et les chats dans le monde. Donc en fait, c'est une impensée en fait, totale de nos systèmes alimentaires.
parce qu'on part du principe que les chiens et les chats, ça mange les restes. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Et surtout, nos chats et nos chiens européens et américains qui sont surgâtés, entre guillemets, c'est normal, c'est devenu des membres de notre famille. On veut leur donner le meilleur, et c'est très bien. Sauf qu'en fait, le meilleur, c'est de la nourriture qui rentre en compétition avec nous, ce qu'on mange. Et c'est là que ça devient compliqué, quoi. Une des peurs qu'on peut avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et d'autant plus dans l'entrepreneuriat social, c'est justement cette peur de galérer financièrement, de ne pas réussir à trouver un modèle économique et du coup de ne pas réussir à générer suffisamment de revenus pour en vivre. Comment toi, est-ce que tu as vécu cette période d'incertitude financière ? En fait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que l'argent, c'est un moyen de parvenir à ce qu'on veut faire, plus qu'une fin en soi. Et donc moi, je me souviens de m'être dit, bon, là, je vais pas gagner d'argent. Comment je fais pour gagner suffisamment d'argent pour vivre, pour pouvoir faire mon projet ? Plutôt que de se dire, il faut absolument que je fasse mon projet pour gagner de l'argent. Je pense que quand on renverse le modèle comme ça devient tout de suite plus sain et on trouve des solutions. Alors moi, j'ai une solution, j'en suis pas très fière de ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je me souviens que je rédigeais des lettres de motivation pour des enfants qui voulaient partir en Angleterre et qui avaient la flemme. Et on va dire des enfants d'école privilégiés, nous dirons. Et du coup, je leur rédigeais la lettre de motivation et je me faisais payer en rédigeant les lettres de motivation. Bon, bah voilà, ça me prenait le moins de temps possible, ça me faisait gagner suffisamment pour pouvoir payer mon loyer et payer à manger. Et après, je pouvais continuer mon projet. Ensuite, je pense que c'est une erreur de se dire d'être dans un monde, on n'est pas les fées clochettes, on est dans un monde où il faut qu'on gagne notre vie et qu'on commence à gagner bien notre vie. Et je pense que c'est très important pour les entrepreneurs qui se lancent de se projeter très vite, peut-être pas dans les 6 mois, mais au bout de la première année, de se dire comment est-ce que je vais concrètement gagner ma vie avec ça. Parce que on peut pas du tout le mettre dans un coin, c'est vraiment une erreur fondamentale. Et donc, comment est-ce qu'on va gagner sa vie avec ça ? J'ai besoin de temps pour vivre. Comment je gagne temps ? Je sais pas, j'en sais rien. J'ai besoin de 1 500 € par mois pour vivre ou j'ai besoin de 3 000 € par mois pour vivre. Comment je fais pour gagner mes 3 000 €? Est-ce que je vais y arriver tout seul avec mon projet ? Est-ce que j'ai besoin d'investisseurs sur mon projet ? En fait, je trouve que ça conditionne vraiment comment on va mener le projet. Moi, je me souviens, c'est un peu touchy, mais on avait une 3e associée avec Madeleine au début, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marine. Et en fait... je pense que Marine, elle avait moins besoin que nous de gagner de l'argent assez vite. Donc en fait, la dimension du projet qu'elle avait, c'était plus lent, plus petit, plus construit. Mais nous, on n'avait pas le temps, on avait besoin d'avoir quelque chose à échelle industrielle rapidement parce qu'on avait besoin de pouvoir gagner notre vie avec le projet rapidement. Donc en fait, c'est très important de se poser cette question-là rapidement, mais se la poser en termes de moyens et non de fin en soi. Et comment vous vous souteniez toutes les deux avec Madeleine, justement, par rapport à cette prise de risque ? Est-ce que peut-être l'une avait une certaine appétence au risque et du coup entraînait davantage l'autre ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez toutes les deux étudié peut-être au Canada ou évolué dans une culture anglophone et donc c'est aussi une culture où on valorise beaucoup plus l'entrepreneuriat et la prise de risque ? Est-ce que ça a impacté aussi votre manière de voir les choses ? La clé dans tout ça, c'est que franchement, avec Madeleine, on se marre trop. Non, mais je vais te dire. C'est le kiff. Et du coup, ça. Non, mais c'est le kiff plus que le risque, entre guillemets. Et donc, bien sûr, c'est hyper dur. Et même après 5 ans, ça reste dur. Mais quand tu passes une semaine où vraiment tu t'es trop marré et t'as passé énormément de temps avec ta meilleure amie et t'as vu plein de choses ensemble, en fait, le risque, ça paraît moins un risque que ça. Avoir le goût du risque, c'est plus se lever tous les matins pour un job qui nous emmerde. Et, non, mais désolée de ce terme. Et de le faire tous les jours, quoi. C'est quand même risquer énormément de choses par rapport à nous, où en fait, on fait ce qui nous plaît, on est hyper alignés et on rigole trop. Après, sur le risque, honnêtement, nous, et je le vois toujours pas, en fait, le risque qu'on a pris, parce que... je trouve que maintenant on est dans un écosystème où l'entrepreneuriat est plus valorisé et ça c'est chouette quand même ces dernières années. Donc on voit plein d'entrepreneurs qui sont restés que 1 an ou 2 ans dans leur projet et ils arrivent quand même à rebondir pas mal. Et en termes de courbe d'expérience, moi c'est la meilleure école. Donc on arrive avec moi ce que je sais faire il y a 5 ans par rapport à maintenant, mais ça n'a rien à voir.
j'ai grandi, j'ai pris 15 ans de carrière. Enfin, c'est pas du tout pour me la péter, c'est juste que on s'en est pris tellement plein la gueule que t'arrives à des réunions avec des niveaux de décision que ça t'aurait pris 20 ans dans une boîte normale à faire. Donc tu gagnes énormément en maturité et je pense qu'il y a plus vraiment de risque à ce stade, quoi. Le risque, il est financier, c'est sûr, mais quand justement on s'est mis tu te mets en ordre de bataille pour minimiser le risque de financier avec ton entreprise, et je pense que c'est cohérent. Moi, je suis pas du tout d'avis des gens. Je trouve que c'est un truc. Allez, je me lance, je vais faire ma féministe, mais je trouve que c'est un truc très masculin de faire croire aux gens tu quittes tout, j'ai hypothéqué ma maison. Tu sais, c'est un peu un truc à l'américaine pour tout lancer dans mon projet. En fait, non, c'est pas censé être comme ça, en fait. Je pense que tu peux continuer à avoir ton travail et commencer un peu lancer ton projet et t'es pas obligé de te lancer dans ton projet à corps perdu sans avoir bouclé ou backé le truc financièrement derrière. Enfin, c'est un peu un truc de Walt Disney, ça, de penser ça. Oui, et toi, tu as eu tout de suite le réflexe de te dire, en attendant que j'arrive à générer des revenus avec cette boîte, comment moi je peux trouver des sources de revenus complémentaires qui me permettent de vivre. Donc, tu nous as cité tout à l'heure l'exemple des CV que tu rédigeais, des lettres de motivation, pardon, que tu rédigeais pour ces étudiants. Et en même temps, c'est plus facile, je pense, de se lancer juste après les études parce que, comme tu le disais, tu étais déjà habitué à manger des pâtes. Donc, tu as peut-être moins cette peur de perdre en confort et donc en qualité de vie. Et du coup, tu ne bénéficiais pas du chomage non plus. Non, zéro. Pas de chômage. Donc, vous aviez vraiment 0 rond. Ah ouais, 0. Mais l'avantage, c'est que nos amis, ils étaient en train de finir leurs études aussi et tout. Donc, on était tous un peu étudiants. Voilà, si tu veux, l'écart de revenus, il s'est pas trop fait sentir avec mes amis. Donc, ça allait. C'est vrai que de temps en temps, je les voyais partir en voyage et tout. J'étais là, bon, de toute façon, j'ai pas le temps, il faut que je bosse. Mais je pense sincèrement, moi, je comprends les gens qui ont des enfants, une famille, etc. Déjà, l'avantage que j'ai, c'est que quand j'arrête de bosser, le temps, il est pour moi. Il n'est pas donné, enfin, c'est pas donné, mais il n'est pas passé à s'occuper d'enfants, d'une famille, etc. Donc, ça, c'est une chance parce que ça permet de se régénérer plus rapidement, on va dire. Et effectivement, l'argent, il est pour moi, donc le risque, il est pour moi. Si je rate tout, je lâche mon appart, je sais pas ce que je fais, mais je peux que m'en vouloir à moi-même et c'est moi qui vais en subir les conséquences et pas d'autres personnes. Donc en soi, le risque, il est moins là. Après, l'avantage, j'imagine, quand on a une famille, etc., c'est qu'il y a tout un système autour de soi. Donc on peut avoir un conjoint qui nous aide ou alors justement le chômage ou quand c'est un peu plus construit qui fait que le risque est moins gros. Il faut quand même avoir cette maturité d'esprit de se lancer à son compte, dans l'entrepreneuriat à la sortie de ses études. Moi, je sais qu'à l'âge de 23 ans, je suivais vraiment une voie toute tracée sans me poser de questions. Et je pense aussi que je manquais de confiance en moi. J'avais ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, à aucun moment, j'aurais osé sauter le pas. Donc, c'est déjà courageux. Je pense que Merci. Je pense que ça tient aussi à notre duo avec Madeleine, si tu veux. Je l'aurais jamais fait toute seule et je sais, pour l'avoir parlé avec Madeleine, elle l'aurait jamais fait toute seule. On l'a fait parce qu'on était deux. Donc voilà, on a partagé un moitié de cerveau à deux. Et puis si on se plantait, c'était toutes les deux. Et ça rend les choses plus faciles, honnêtement. Donc, suite au parcours entrepreneur, vous lancez officiellement Tomojo en novembre 2017 et vous commencez à commercialiser vos premières croquettes en mars 2018. Quelles sont les difficultés que vous avez connues et comment vous les avez dépassées avant de pouvoir vous verser votre premier salaire? Je trouve que en fait, quand on démarre dans la première année, on va dire, les 18 premiers mois de l'entrepreneuriat, moi j'appelle ça, je sais qu'il y a des trucs, il y a des études en innovation qui ont des mots très particuliers pour parler de ça, mais on traverse un peu une vallée de la mort dans le sens où on commence à avoir une petite traction, mais on n'a pas assez d'argent pour améliorer son produit, pour pouvoir vraiment attaquer son marché. Et en même temps, vu que notre produit n'est pas amélioré, tu peux pas vraiment adapter ton produit à ton marché. Du coup, tu as un produit un peu bof qui attire en fait les 3-4 personnes qui sont vraiment à fond dans le projet, mais qui te disent tu pourrais l'améliorer un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et ton produit, il n'est pas assez beau, performant ou bien pour pouvoir aller attirer un plus grand nombre, mais tu n'as plus d'argent pour pouvoir l'améliorer.
Donc ça, je connais beaucoup d'entrepreneurs, et nous, on est passés par là, qui traversent ce genre de difficultés. Nous-mêmes, on l'a traversé, ça a été très dur. Et honnêtement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on avait besoin d'argent. On avait besoin d'argent pour développer le produit. Donc on a fait ce qu'on appelle une première levée en love money. Donc c'est les parents, les amis, le cousin, la voisine, le chat, je sais pas, qui donnent de l'argent à une valeur qui veut rien dire parce qu'ils croient au projet. Et donc ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a fait la liste de tous les gens avec de l'argent qu'on connaissait et on les a appelés pour leur parler du projet. Avec ça, on a quand même réussi à récolter un peu moins de 50 000 euros, mais ça nous a permis de faire les premiers développements. Et qu'est-ce que vous leur proposiez en contrepartie ? Des parts de la boîte qu'on avait royalement valorisées à 1 million d'euros, alors qu'on faisait 200 euros de chiffre d'affaires, je pense, un truc comme ça. Mais après, pour eux, ils étaient là pour le projet, et ils étaient aussi là parce que je crois que fiscalement, tu peux quand même défiscaliser une partie de ton investissement, donc ça pouvait être intéressant. Je pense que le genre de personnes qu'il faut viser, c'est le genre de personnes pour qui 2 000 euros, c'est l'équivalent pour toi de 20 euros, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Après, j'en avais pas énormément dans mon agenda. Vous aviez beaucoup de personnes comme ça dans votre entourage ? Non, mais je suis allée loin. Hein. Moi, je suis quand même allée appeler quelqu'un à Londres chez qui je faisais du babysitting. Donc, j'avais déjà vu la tronche de son appart, donc je me suis dit qu'elle avait un peu d'argent. Et elle a mis 10 000 euros dans la boîte. Enfin, voilà, des gens comme ça, quoi. Comment tu arrives à les convaincre ? Tu vois, vous êtes 2 femmes très jeunes. Tu vois, comment tu arrives à inspirer confiance et aussi à gagner en crédibilité auprès de ces personnes ? C'est pas évident. Je pense que le premier conseil qu'on m'a donné, et qui est très bon, c'est Samuel Gribowski qui me l'avait donné pendant le parcours Ticket. Il m'a dit, si tu veux demander de l'argent à quelqu'un, tu lui demandes des conseils. Et si tu veux des conseils de quelqu'un, tu lui demandes de l'argent. Et honnêtement, c'est pas mal. Parce que, en fait, je pense qu'en allant voir les gens très simplement, en leur disant, écoute, je suis en train de monter ce projet-là, je suis en train de traverser des difficultés, moi je sais que t'as pas mal réussi ou que t'as sûrement des conseils à me donner, est-ce qu'on peut prendre un café et je t'explique où j'en suis, etc. Et en fait, la discussion, elle vient naturellement, en fait, où tu dis, voilà, là où j'en suis, c'est que j'ai besoin de X argent, 50 000 euros, pour pouvoir aller faire ça, aller faire ça, aller faire ça. Je sais pas trop à qui les demander, etc. De toute façon, les gens qui veulent investir, ils auront tout le projet, ils vont se lancer, ils vont dire moi je te donne 3 000 euros ou moi je te donne 10 000 euros. Et les gens qui n'ont pas cet argent mais qui veulent quand même t'aider te diront moi je connais peut-être quelqu'un qui a de l'argent, je vais lui parler de ton projet, etc. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de son projet et de partager surtout ses difficultés avec des gens qui vont potentiellement s'associer à toi. Vous avez réussi à avoir 50 000 euros par des personnes qui ont cru en vous ou qu'est-ce qui leur a donné envie de miser sur vous ? Est-ce qu'elles pensaient un jour revoir la couleur de leur argent ou c'était plus un don ? Je pense qu'il y en a pour beaucoup. Ils se disent je les aime bien, elles sont marrantes, je vais donner. On a eu les membres de notre famille aussi, donc c'était vraiment un don pour eux. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas mélanger argent et famille. Ouais, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Mais oui, effectivement, on a des gens qui aimaient bien le projet, qui trouvaient que le projet était logique et qui se disaient, mais en fait, c'est trop marrant comme projet. On a entendu souvent ça. Et c'est trop marrant comme projet. Et puis, ouais, je te connais depuis longtemps, je sais que t'es quand même assez volontaire, ou ce genre de personnes qui, en fait, ils te connaissent bien, hein, pour certains, et qui te disent, vas-y, je te fais confiance, quoi. Et d'autres personnes qui se disent, au pire, j'aurais défiscalisé tant de pourcents, je m'y retrouverai et ça me donnera quelque chose de rigolo à raconter à des dîners. Hein. Il y a des gens, c'est juste ça. Hein. Vous aviez déjà un réseau établi parce que tu me disais que t'as étudié à Londres, t'as étudié au Canada. Tu me parlais tout à l'heure de ces enfants de famille que tu connaissais pour lesquels tu rédigeais leur lettre de motivation. Est-ce que t'évoluais dans un environnement quand même de personnes assez fortunées ? Ouais, alors non. Comment dire, si tu veux, moi j'ai fait une école privée catho à Paris, mais bon, il y a plein de gens qui ont fait du privé. Après, au Canada et à Londres, effectivement, forcément, c'est quand même des études
Alors, moi, mes études au Canada, elles n'ont pas coûté très cher. Et à Londres, moi, j'ai fait un prêt pour financer mes études. Donc, tu vois... Ah oui, en plus, j'avais un prêt étudiant à rembourser. Ça, c'était une autre paire de manches. Donc, voilà, clairement, je faisais pas partie du gang des fortunés. Hein. Non, je pense que c'est par des rencontres fortuites. On va dire, les quelques personnes que je connaissais qui avaient un peu d'argent, je les ai appelées. C'est à peu près ça. Après, l'histoire des lettres de motivation... c'est vraiment une copine qui m'a branchée là-dessus, quoi. C'est saisir l'opportunité. Je fais pas des dîners mondains et je ne vis pas dans un monde de gens riches, fortunés et influents. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont aussi pas d'argent de côté, qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, quels sont les meilleurs conseils que tu leur donnerais pour oser même quand on n'a pas d'argent? Nous, avec Madeleine, on a démarré, on avait 500 € chacune. On va dire que c'est amplement suffisant pour faire un site internet et commencer à vendre, à pré-vendre en tout cas. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas se précipiter et de s'assurer qu'on a les conditions matérielles suffisantes pour pouvoir tenir sur la longueur, parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et du coup, de pas se dire je vais tout lâcher, je vais monter ma boîte, je vais dormir dans un caniveau et je vais monter ma boîte dans mon garage, parce que ça, c'est des trucs, c'est super sur LinkedIn, mais la vraie réalité, c'est pas ça. Donc se dire au moment où on veut monter sa boîte, c'est sans argent, c'est se dire comment je fais déjà moi pour vivre, pour payer mon loyer, pour gérer mes affaires, et après, combien de temps je peux dégager par semaine une fois que j'ai fait ça pour monter mon projet. Et après, on augmente la part du temps qu'on utilise sur le projet vis-à-vis de la part du temps qu'on fait pour gagner de l'argent à côté, parce que le projet commence à gagner de l'argent ou alors commence à avoir le potentiel de nous faire gagner de l'argent. Mais je pense que quand on n'a pas d'argent de départ, tout miser là-dessus, c'est de la folie, quoi. Donc toi, comment tu as réussi à cadrer le risque? Tu nous as parlé d'un exemple d'activité que tu faisais là pour ces jeunes, mais est-ce que tu avais pensé à d'autres sources de financement? Ouais, je me suis dit que j'allais faire du consulting en freelance, je faisais des tableurs Excel super chiants pour des gens, je faisais un peu de freelance, je faisais un peu d'émissions, pas de conseils parce que j'avais pas grand-chose à conseiller, parce que je connaissais pas grand-chose, mais surtout la petite main, quoi, informatique, faire du traitement de texte, du données, etc. Des choses qui prennent pas trop de temps de cerveau, mais qu'on peut faire sur un week-end et qui rapportent un petit peu, quoi. Après, moi, comme je disais, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. J'ai un loyer à 500 €, faire mes courses, voilà, après à 1000, 1200 €, je m'en sortais à peu près, quoi. Un loyer plus un prêt étudiant plus vivre, quand tu cumules... Ouais, alors j'ai retardé mon prêt du coup. J'ai appelé la banque en pleurant un petit peu, en leur disant qu'on allait démarrer un an plus tard. Mais oui, il faut savoir se contenter de peu, hein, c'est clair. Bon alors, pendant combien de temps vous avez mangé que des pâtes? À partir de quel moment vous avez pu enfin générer des revenus? Je dirais qu'au bout d'un an, on a commencé à se payer l'équivalent d'un SMIC. Bon, c'est quand même pas dingo. Et puis après, l'année d'après, on a commencé à générer des revenus corrects, à peu près au même niveau que nos copains qui démarraient dans leur vie professionnelle, on va dire. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop parler de salaire. Et maintenant, c'est encore autre chose parce que comme on a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros l'année dernière, en 2022, maintenant nos salaires avec Madeleine sont conditionnés à l'approbation de nos associés, donc on peut pas faire n'importe quoi. Après, nos salaires étaient déjà pas très hauts, donc on se les juste un peu augmenté après la levée de fonds parce que pour être un peu à un niveau où on se sentait bien et on pouvait se permettre de faire des trucs qui nous plaisaient plus, comme je sais pas, moi je voyage plus trop, mais sortir, j'aime bien sortir. C'est à vous que ça m'avait un peu manqué quand j'ai démarré, ou s'acheter des nouveaux meubles, je sais pas. Mais c'est tout, quoi. Je pense qu'il faut le prendre très simplement. Le salaire d'un entrepreneur, il est pas fait pour s'enrichir, il est fait pour se donner les conditions matérielles de réussir son entreprise. On va pas s'enrichir en se payant sur la boîte, quoi. C'est quand même complètement contre-productif. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de ton salaire? J'aimerais bien que ça soit plus, mais ça, c'est à moi de faire en sorte que l'entreprise puisse proposer un salaire cohérent. Après, je suis contente parce que on va dire que nous, les écarts de salaire dans l'entreprise sont vraiment pas énormes. Ils sont même pas du simple au double entre les différentes personnes.
On est à peu près tous dans la même tranche de salaire et c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, tout le monde se donne à fond et il n'y a pas de raison qu'il y ait des écarts immenses de salaire. J'ai une entreprise, sincèrement, qui ne gagne pas encore assez d'argent pour me dire que je vais aller exploser mon salaire comme font certains entrepreneurs. Parfois, j'entends des salaires d'entrepreneurs avec des entreprises qui perdent des millions. Je suis un peu surprise. C'est peut-être mon côté entrepreneur féminin. Je pense qu'on n'a pas compris 2-3 trucs là-dessus. Justement, le fait que vous soyez 2 femmes relativement jeunes, est-ce que ça a été un handicap ou plutôt un atout dans l'entrepreneuriat ? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, je dirais que vraiment 80% du temps, c'est quand même un handicap, sincèrement. Et on l'a notamment vu au moment où on a voulu lever des fonds. Parce que quand on parle des femmes qui ont fait des levées de fonds, on remarque que les femmes qui sont célébrées pour avoir levé des fonds, 80% du temps, c'est pas du tout des équipes 100% féminines. Donc, sincèrement, lever des fonds avec une équipe 100% féminine, aujourd'hui en France, ça reste un énorme challenge. Et je dis pas ça parce qu'on l'a fait et qu'on est fiers de nous. Je dis ça parce que c'est un vrai problème et qu'on n'est pas du tout pris au sérieux. Moi, il y a un fonds dont je tairai le nom qui a quand même dit super équipe, super traction, super équipe étendue, hein, pas nous, mais 2 femmes, faut arrêter de rigoler, quoi. Ça existe encore. Et ça, on vous l'a dit ouvertement ? Ouais. On l'a appris par nos banquiers qui nous faisaient la levée, quoi. Enfin, qui nous aidaient à lever, quoi. Quand on entend ça, franchement, c'est dur à prendre, quoi. C'est très dur à entendre. Et le plus dur, en fait, ça, on va dire, c'est du sexisme flagrant. Je pense vraiment la différence, parce qu'on a essayé d'étudier un peu la question avec Madeleine en profondeur pour savoir qu'est-ce qui faisait que ça marchait pas. Et je pense que il y a des différences socioculturelles entre les genres, ça a été étudié 1000 fois. Et le plus gros problème qu'on a, c'est que les investisseurs sont tous des hommes, blancs d'un certain milieu, on va dire, et qui sont habitués à parler à des hommes blancs d'un certain milieu. Et en fait, il y a des codes qu'on n'aura jamais et qu'on ne pourra pas comprendre parce que on parle pas le même langage. Et je donnais cet exemple avec Madeleine. On sortait d'un rendez-vous et où on nous avait dit c'était super, vous étiez trop scolaire mais trop détendu. J'étais mais je comprends pas comment on peut être à la fois trop scolaire et trop détendu. Je comprends pas comment c'est possible. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'était qu'on était juste trop pas comme ils avaient l'habitude de voir. Et c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai fait une métaphore qui est archi-vaseuse, mais c'est pas grave, je la sors. J'étais là, en fait, les investisseurs, c'est des requins marteaux. Ils ont l'habitude de parler à des requins marteaux. Et nous, on est des requins tigres. Et du coup, c'est pas parce qu'on est tous une race de requins qu'en fait, on est on se parle de la même façon. On se comprend. On parle pas le même langage et on n'a peut-être pas les bons gestes, on n'a pas les bons codes, on n'a peut-être pas la bonne posture, je sais pas, parfois ça peut être limite un peu... c'est des non-dits, quoi. C'est du langage corporel, c'est du langage non-verbal qu'on va pas comprendre. Et eux nous comprennent pas et nous on les comprend pas. Et ce qu'on vous reproche, c'est vraiment votre condition féminine ou plutôt votre jeunesse ? Plutôt la jeunesse, mais c'est marrant parce que c'est pas un problème quand il y a des jeunes hommes du même âge. Ok, donc plutôt la condition. Ouais, finalement. En fait, moi j'ai des copains qui ont 27 ans qui ont voulu lever des fonds, on leur a jamais parlé de leur âge et alors bizarrement, Madeleine et moi, on a parlé de notre âge. On remet ça sur l'âge, c'est une manière détournée de refuser poliment votre demande de levée. Après, tous les projets ne vont pas avec tous les investisseurs, hein. Je suis pas en train de dire j'avais le projet parfait, je comprends pas pourquoi je me suis pris des vents. Enfin, honnêtement, on parle à tout le monde qui fait une levée. Se prendre des vents, ça fait partie du processus, hein. Ça a été quoi la bonne approche pour vous pour justement trouver des financements et convaincre les investisseurs ? Et qu'est-ce que ça demande, tu vois, pour pas venir à financer son projet ? Ça prend du temps. Honnêtement, nous, on a mis plus de 6 mois, donc c'est énorme. La bonne approche, ça a été d'écouter quand même ce que les investisseurs ont à dire et de tenter de créer une vraie relation avec les investisseurs qui avaient compris le projet. C'est-à-dire pas se braquer quand ils avaient
des choses à dire sur le projet, qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains axes stratégiques, etc. Et plutôt de montrer qu'on avait la capacité de les écouter et de rebondir là-dessus, et de pouvoir venir les voir 3 mois plus tard en disant « Bon, en fait, ça, vous aviez raison, on a changé ça sur le projet, etc. » Et je pense que ce qui a plu à nos investisseurs et ce qui était la bonne stratégie à adopter, c'est d'être très conscient de ses faiblesses. Les faiblesses qu'on avait, c'est Madeleine et moi, c'était Madeleine et moi, entre guillemets, dans le sens qu'on était 2 jeunes femmes de 27 ans. Et du coup, comment on fait pour montrer qu'on est quand même capable de se créer un écosystème de gens plus expérimentés autour de nous qui sont capables de venir nous aider. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a mis en avant pendant notre levée. Ça et notre capacité d'écoute et notre capacité à prendre le conseil des autres qui ont fait que les investisseurs se sont sentis plus rassurés. Parce qu'en fait, les investisseurs, ils ont envie de se rassurer sur leur investissement, c'est ce qui est normal. Et ils se sont dit, bon, c'est pas des têtes brûlées qui en font qu'à leur tête et qui sont pas capables d'écouter un conseil. C'est des jeunes femmes, mais qui ont su s'entourer de gens qui connaissent le métier, des gens qui connaissent le marché et qui sont capables d'écouter, de prendre en compte des conseils, pas tous, parce qu'il faut quand même faire le tri, et de mettre en application certaines choses qu'on leur dit. Voilà, je pense que c'était avec l'énergie d'entrepreneurs à fond les ballons, quoi. Donc la clé, c'est toujours de bien s'entourer. Comment vous avez réussi à créer cet écosystème? Tu vois, quels sont les premiers partenaires que vous avez? Tout à l'heure, tu citais, il me semble, Diego, votre premier investisseur. Quel rôle a joué Diego dans le succès d'Automojo? Honnêtement, il a joué un rôle énorme, surtout qui nous a fait gagner du temps par sa connaissance du marché. Et alors, Diego, ce qui est très drôle, c'est qu'on est vraiment tombé sur lui par hasard. C'est qu'il avait l'idée de faire la même chose que nous, donc des croquettes à base d'insectes, et il a appelé un fournisseur. Et le fournisseur lui a dit, mais en fait, il y a déjà des marques qui commencent à faire la même chose. Il y a Tomojo, il y a un autre concurrent qui s'appelle Antoma Pet Food, shit maintenant. Et du coup, Diego, il a dit, je vais aller les appeler, voir ce qu'ils font. Et en fait, on s'est parlé, on a bien accroché. Et lui, il s'est dit, en fait, plutôt que de monter tout, alors que moi, j'ai pas le temps, j'ai plusieurs entreprises à gérer, etc., je vais investir dans leur entreprise. Ça a plus de sens. Donc ça s'est fait comme ça. Donc Diego avait de l'argent. Diego avait de l'argent, ouais. Après, il est plus âgé que nous, voilà, il avait de l'argent. Mais c'est moins le côté argent maintenant que la connaissance métier qu'il avait. C'est-à-dire qu'il était capable de dire, en fait, des marges acceptables dans ce milieu, c'est ça. N'allez pas chez lui, c'est connu, il est pas bien. Allez plutôt chez eux, ils sont bien. Il aime bien nous dire, là, vous êtes en train de vous faire bisuter, non, battez-vous. Ou alors, non, c'est le marché, c'est comme ça. Enfin, je pense que quand on ne connaît rien à un marché, avoir quelqu'un qui est dans ce marché depuis hyper longtemps, c'est indispensable, quoi. Et qu'est-ce qui fait que Diego a choisi votre projet plutôt que le projet concurrent? Je pense que justement, on était capable de l'écouter. On était capable d'argumenter quand on n'était pas d'accord avec lui. En bienveillance. On n'était pas dans une espèce de guerre d'ego. On était plutôt en train d'essayer de prendre au maximum ce qu'il avait à nous dire. Et quand on n'était pas d'accord avec la stratégie, parce que parfois on peut ne pas être d'accord, pas frontal en disant t'as rien compris, moi j'ai tout compris. Plutôt en se disant on était capable de prendre du recul et d'argumenter, on va dire. Je pense que c'est ça qui lui a plu. Et aussi, je pense que il nous trouvait. Enfin, après, c'est beaucoup d'intuitu personnel, quoi. Il faut bien s'entendre avec les gens. Je dis pas qu'il faut être ami avec les gens qu'on travaille, mais il faut à minima les apprécier parce qu'on traverse des trucs pas faciles. Donc, il faut que humainement on apprécie les gens, non? Ce qui est intéressant, c'est quand tu me disais que tout à l'heure que vous alliez voir des investisseurs et vous vous rendiez compte que vous parliez pas le même langage. Peut-être parce que vous étiez justement des femmes. En fait, à chaque fois que je te pose la question, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence, j'ai l'impression que c'est aussi vos qualités, entre guillemets, féminines. Tu me parles d'écoute, de bienveillance, et c'est aussi ça qui va finalement convaincre et séduire les partenaires qui vous ont suivi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce que ça fait le tri. Parce que les gens qui sont pas capables de valoriser ce genre de qualité, en fait, t'as pas envie de travailler avec eux. C'est quand le bon moment pour aller chercher des fonds? J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat social, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont privilégier une croissance saine, mais qui sera aussi plus faible, en s'assurant d'avoir un modèle économique rentable. Et ceux qui, au contraire, vont tout de suite se tourner vers la levée de fonds pour
privilégier une croissance exponentielle, mais qui peut se faire aussi au détriment de la consolidation du modèle économique et donc de la rentabilité. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez privilégié la croissance ou la rentabilité? Nous, on a commencé par privilégier la croissance. Et là, on est en travail de renta, comme beaucoup de startups maintenant, parce que l'écosystème a quand même pas mal changé. Il y a encore jusqu'à l'année dernière, les levées de fonds se faisaient assez facilement, les valorisations étaient grosses et on va dire que les gens voulaient investir. Il fallait grandir vite. Maintenant, c'est très différent. Maintenant, il y a moins d'argent là. Ou je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas moins d'argent, mais l'argent arrive moins vite. Et du coup, c'est important d'avoir une entreprise rentable rapidement, je pense. Nous, on va dire que vu le modèle qu'on avait, vu qu'on n'avait pas d'argent pour investir au départ, on était obligé d'ouvrir notre capital hyper vite. Et donc, qui dit ouvrir son capital, ouvrir son capital pour des cacahuètes, autant ouvrir son capital pour avoir vraiment de l'argent qui arrive, pour pouvoir faire une belle croissance, quoi. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, les deux modèles se valent. Je pense sincèrement, il faut bien peser le pour et le contre des deux modèles. C'est-à-dire qu'il y a un modèle où quand même, il faut le modèle de la rentabilité, il faut s'accrocher, il faut faire beaucoup de choix, il faut se restreindre, il faut s'attendre à avoir moins d'impact, moins vite, on va dire, parce qu'on développe un modèle pérenne. Ça, c'est dans les défauts, hein. La qualité étant d'avoir un modèle rentable, pérenne, durable, ce qui est vraiment super. Dans l'autre modèle, on attaque plus vite, on a plus vite le produit qu'on veut, on attaque plus vite les marchés qu'on veut, on arrive plus vite à une taille d'équipe qui permet vraiment de monter des projets et de s'éclater. En revanche, la gestion, elle n'est pas la même parce qu'on va gérer tout de suite beaucoup d'argent, on va gérer des investisseurs, c'est plus la même chose, on n'est plus du tout les seuls capitaines à bord. C'est autre chose, quoi. C'est un autre stress. Donc il faut être capable d'évaluer le pour et le contre des deux modèles, quoi. Comment toi tu gères cette pression liée à la levée de fonds? Pas très bien. Non, en fait, moi, je l'ai pas très bien géré, très sincèrement. On s'est fait accompagner avec Madeleine par une coach qui s'appelle Nolwenn de la Brosse, qui est vraiment incroyable. Et qui nous a aidé à pas mal prendre du recul sur toute cette pression et nous donner des clés pour en fait manager et se dire que je ne suis pas mon entreprise n'est pas l'extension de moi-même et ma valeur n'est pas liée à la valeur de l'entreprise. Mais c'est très difficile de lâcher ça. Maintenant, honnêtement, sincèrement, j'ai pas la solution. J'aimerais bien arriver et dire ouais, j'ai tout compris. Non, honnêtement, il y a des périodes où je suis super stressée et des périodes où j'arrive à prendre plus de recul. Je pense que ça dépend de la dose de sommeil que j'ai et comment va l'entreprise, je pense. Mais je pense que par exemple, juste avant l'été, avec Madeleine, on avait un peu trop tiré. L'avantage, c'est que quand on est, quand on est à bout, on se soutient l'une et l'autre. Et généralement, on se comprend. Mais avant l'été, j'étais pas très bien, elle aussi, donc on a pris plus de vacances que prévu parce que, en fait, on n'y arrivait pas. Et là, sincèrement, à la fin de l'année, moi aussi, j'étais super fatiguée et du coup, j'ai pris des vacances alors que j'avais pas prévu spécialement de prendre des vacances. Je pense qu'il faut s'écouter un peu, ouais. Tu vois, le fait de prendre des vacances qui n'étaient pas prévues, de ralentir un peu l'activité, comment réagissent les investisseurs qui ont misé sur votre entreprise? Je pense que les investisseurs, ils sont... En fait, c'est pas des grands méchants, hein. Ils sont là pour que l'entreprise aille bien. Et une fois qu'on leur montre qu'on fait tout pour qu'on fait notre maximum, qu'on est motivé, qu'on veut que l'entreprise se développe, qu'on suit le plan, et surtout, j'insiste, qu'on ne leur cache rien. Ils sont des humains aussi, hein. Eux aussi, ils ont des vacances, ils ont des coups de mou, etc. Ils comprennent bien, hein. D'ailleurs, c'est les premiers à m'engueuler en fin d'année et me dire mais c'est limite eux qui m'ont dit mais va prendre des vacances, quoi. Je pense que les gens sont pas des monstres froids, hein. Comment vous avez choisi vos investisseurs? Est-ce que ces investisseurs partagent les mêmes valeurs que vous et notamment les mêmes valeurs écologiques? Alors oui,
Honnêtement, la plupart partagent les mêmes valeurs que nous et les mêmes valeurs écologiques et surtout avaient envie d'investir dans ce qui s'appelle l'impact. Et c'était important pour eux. Après, nous, on a BNP, par exemple, Ventures comme investisseur. On va dire que c'est pas forcément la première chose qu'on se dit quand on pense à BNP. Mais c'est aussi vraiment une question de personne à personne. Moi, les personnes que j'ai rencontrées chez BNP, sincèrement, c'était vraiment des personnes formidables qui comprenaient le projet, qui étaient capables de nous aider, qui voulaient nous aider à mesurer notre impact. Pareil pour nos autres investisseurs, ils étaient vraiment, on va dire, là pour nous aider à avoir le plus d'impact possible et à savoir le mesurer et à nous professionnaliser dans notre gestion de l'impact, dans notre gestion de la mesure d'impact, etc. Donc franchement, j'ai été super étonnée du niveau en fait, d'expertise des fonds d'investissement sur l'impact. Et c'était vraiment pas du bullshit. Hein. Ils allaient très très loin. Je me demande quand même comment on parvient à concilier la performance économique et la mission sociale de son entreprise. Tu vois, le fait par exemple d'être en ce moment dans cette dynamique de croissance et de développement de votre entreprise à l'international, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une friction, un conflit qui se crée entre cette volonté de faire grossir Tomojo et vos valeurs écologiques? Oui, bien sûr. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour nous et c'est très compliqué vis-à-vis des équipes. Enfin, nous, nos équipes chez Tomojo, tout le monde est super engagé. Et c'est vrai que, par exemple, on exporte en Corée du Sud. Bon, ça fait quand même loin, entre guillemets. Et on a beau se raisonner en disant oui, mais on utilise le seul paquebot qui fonctionne en biocarburant. Oui, mais en fait, c'est des paquebots qui tournent à vide parce qu'ils reviennent en Asie, gna gna gna, etc. Toujours est-il qu'on participe au commerce extérieur et que ça ne va pas. Alors comment on fait pour résoudre ça? C'est justement se donner des projets à moyen et à long terme pour faire face à ces problèmes-là. Nous, par exemple, on exporte en Asie. C'est un de nos projets à moyen terme qu'on est en train de mettre en place, d'aller produire sur place. On n'est pas capable maintenant de le faire, mais on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir le faire prochainement. Et donc du coup, d'avoir un ancrage local à chaque fois qu'on a un marché suffisant, quoi. Donc de monter une équipe, de recruter des personnes du pays pour lancer Tomojo. Ouais, c'est ça. Quelles sont vos ambitions là pour les prochaines années pour Tomojo? Là, notre ambition, elle est, en France en tout cas, elle est de se développer dans les cliniques vétérinaires, parce que c'est quelque chose qu'on a fait justement en Corée, au Japon, etc. Et maintenant, vraiment, on veut avoir cette valeur ajoutée parce qu'on est persuadé que pour démocratiser encore plus l'insecte, il faut que les vétérinaires nous rejoignent, on va dire, dans l'aventure. C'est hyper important. Et le deuxième gros challenge pour Tomojo, ça va être ce que j'ai dit, c'est développer un vrai ancrage local dans les pays dans lesquels on exporte pour l'instant, pour pouvoir aller produire sur place et vendre sur place. Moi, ça serait vraiment une très belle réussite. Le troisième étant effectivement d'arriver à une croissance, on va dire, saine, maîtrisée et de dégager des bénéfices suffisants pour pouvoir aller investir dans d'autres, je sais pas, d'autres produits durables ou d'autres aventures. Je sais pas encore. J'ouvre une porte pour la suite. Pour terminer cet entretien, j'ai envie de te poser une question que je vais sûrement maintenant poser à tous mes invités. C'est quoi, selon toi, ta plus grande source de richesse? Qu'est-ce qui, chez toi, vaut tout l'or du monde? C'est-à-dire, quelle est la chose que tu as acquise, nourrie ou développée et que tu ne serais pas prête à échanger, peu importe les millions d'euros que je te propose en face? Ouais, je réfléchis un peu. Non, en fait, c'est hyper simple. Je pense ça va faire hyper kitsch ce que je vais dire, mais moi, mon amitié avec Madeleine et avec les gens que j'aime, en général, je l'échange avec rien au monde. Les relations d'amitié, les relations fraternelles qu'on peut avoir avec les personnes, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux au monde. Et je pense que c'est la clé du bonheur, entre guillemets. Donc voilà, celle-là, je l'échange avec rien au monde. Bon, je suis sûre que Madeleine sera ravie d'entendre ça. Ça fait un peu cucu, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Si elle se trouve, elle va me vendre contre un vieux sneakers. Bon, c'est très beau. Merci pour cette belle conclusion, Paola. Pour celles et ceux qui veulent déguster ou plutôt faire déguster vos croquettes, c'est quoi la meilleure façon de se les procurer? www.tomojo.co. C'est Héloïse qui va être contente. Ou
Ou alors vous allez voir votre animalerie et vous dites que vous avez vraiment très envie de tester Tomojo. Ça aussi, c'est pas mal. Génial. Je suis sûre que Mojo, le chien de Madeleine, est ravi depuis qu'il a ses croquettes à base de protéines d'insectes. Il est super content. Moi, j'ai un chat aussi qui est super content. Bon, c'est plutôt rassurant. Donc, courez acheter vos croquettes sur le site ou dans les points relais dont tu nous as parlé tout à l'heure, comme le BHV. Merci Paola pour cet échange et puis à très vite. Merci Aude. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été profondément touchée par son témoignage. Je me rendais pas compte à quel point être une femme dans l'entrepreneuriat, ça pouvait représenter un véritable handicap, surtout lorsqu'on est amené à chercher des financements. Paola me partageait en off d'autres exemples de sexisme dont elles ont été victimes, et ça me semble complètement fou qu'on puisse encore être témoin de ce type de comportement à notre époque. Et sachant cela, je trouve que leur réussite force d'autant plus le respect et l'admiration. Donc si notre échange vous a plu, n'hésitez pas à lui écrire et à la remercier pour son retour d'expérience. On se retrouve mardi dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.